Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale 5 sur 7 matin que vous propose la télévision nationale. Ça se passe tous les jours du lundi au vendredi entre 7h et 9h, 6h, 8h temps universel. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 mars 2025 et au menu un débat politique très intéressant. Vous l'avez suivi sans doute dans le week-end dans un entretien au long cours. Le président de la République a répondu à nos confrères de Jeune Afrique sur plusieurs sujets d'intérêt, sans phare ni fioriture et plus souvent même sans détour. Patrice Talon a abordé des préoccupations liées à sa succession, la tumultueuse affaire Bokor Omeki et la fameuse question du troisième mandat qui, il l'a dit, devient agaçante. Nous allons nous pencher sur cette sortie médiatique inattendue de Patrice Talon, revenir sur certains sujets clés sur lesquels il était jusque-là resté muet et dont on connaît aujourd'hui sa position. Vous suivrez l'avis de mes francs-parleurs. On l'attendrait depuis quelques mois. Elle est enfin actée avec à la clé la première récrimination. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle est votée au Parlement. Désormais, au Bénin, on reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Comment le travail a été fait? Quelle est sa réception dans les sociétés traditionnelles qui, pendant longtemps, ont façonné notre vivre ensemble? Vous suivrez les explications de mes invités à ce sujet. 5 sur 7 matin, vous savez ce qui fera le statut, le menu de cette émission du jour. Tout de suite et maintenant, le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information. Une présentation aujourd'hui de Ulvaeus Balogo. Ulvaeus Balogo, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? La pleine forme. Et vous-même? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour nous livrer le petit déjeuner informatif. Absolument, absolument. Et on démarre, Eman, avec les édifices afro-brésiliens présents sur le territoire béninois qui sont désormais recensés, documentés et cartographiés dans une base de données. C'est le fruit, il faut le dire, du projet d'inventaire général du patrimoine architectural afro-brésilien au Bénin. Les résultats ont été présentés le 14 mars dernier au musée de la Fondation Zinsou à Ouida. C'était en présence de Amandine Agnambossou et Igor Ayossor. Aujourd'hui, on célèbre le patrimoine, mais on célèbre les communautés surtout. Le patrimoine architectural afro-brésilien du Bénin est menacé d'extinction. Fruit d'une histoire riche et complexe, ces lieux de mémoire sont délaissés et fragilisés par l'usure du temps. Le patrimoine afro-brésilien est mal en point donc dans la plupart des pays africains dans lesquels il se trouve. Ce patrimoine-là se dégrade inexorablement. Et ce que nous avons actuellement, je pense que c'est juste une infime quantité de ce qu'il y avait auparavant. Ces bâtiments, chargés d'histoire et de mémoire, racontent une partie de notre humanité partagée. Ils incarnent les liens culturels, économiques et humains qui unissent le Bénin, le Togo, le Ghana et le Nigeria, au Brésil et au-delà à l'ensemble des diasporas africaines. L'inventaire de ce patrimoine, la plateforme et l'ouvrage qui lui sont dédiés sont des repères pour en appréhender l'état de conservation dans la sous-région. Des outils concrets aussi pour éclairer les actions de sauvegarde. Ce que nous faisons, c'est une restitution des résultats de cet inventaire-là et la présentation de l'ouvrage que nous avons également fait, mais également donc la plateforme numérique en ligne. Donc cette plateforme-là donc devra être davantage documentée par tous les passionnés du patrimoine afin qu'on puisse avoir des informations assez précises et détaillées. Donc. Je suis vraiment content de ce développement. Ça bénéficie pas seulement la mémoire du Brésil, mais surtout l'histoire du Bénin. Grâce à ce travail, les universités du Bénin, du Togo, du Ghana et du Nigeria, et même au-delà, disposeront désormais d'un matériau riche et accessible pour approfondir l'étude du bâti afro-brésilien, son histoire, ses techniques et ses enjeux de conservation. La préservation du patrimoine est une responsabilité collective. Grâce à vous tous, nous posons une pierre de plus dans la construction de l'édifice de notre mémoire nationale. Ouida, Abomey-Calavi, Atiébé, Boycon, Cotonou, Grand Popo et Porto Novo. Toutes ces communes sont impactées par le projet. Un projet d'envergure qui se révèle précieux pour la valorisation de l'héritage architectural du Bénin.
Cette question à présent, les producteurs agricoles peuvent-ils déjà planter des semis pour la campagne agricole 2025? Eh bien, la réponse est oui, et cela sans embâche et sans craindre la saison des pluies. Les prévisions sont favorables cette année selon Météo Bénin. Les grandes tendances dévoilent une saison pluvieuse précoce, mais normale en général. Plus de précision ici avec la chef service prévision et assistance météorologique au micro d'Amandine Agnambossou et d'Alexis Segbemon. Sur les zones hors région littorale, hors la bande côtière, nous avons une saison qui a déjà démarré précocement. En début de saison, nous aurons des séquences longues. Habituellement, nous avons des séquences sèches qui durent en moyenne 9 à 15 jours. Mais cette année particulièrement, on peut avoir au-delà de cette norme-là, c'est-à-dire au-delà de 9 jours, voire même au-delà de 15 jours. La saison va également s'arrêter précocement. Et habituellement, la grande saison des pluies au sud du Bénin s'arrête généralement mi-juillet. Mais cette année, il peut arriver que dans certaines localités, elle s'arrête bien avant la période climatologique que nous connaissons. Et il y aura également des séquences longues en fin de saison qui vont encore durer plus de 9 voire 15 jours dans certaines localités. La plupart des localités, nous aurons des quantités de pluie qui seront supérieures à celles que nous avons l'habitude d'enregistrer. Il faut comprendre que la saison sera en fait courte. Donc il est recommandé que les producteurs préfèrent plutôt des variétés à cycle court et des variétés qui vont aussi résister à la sécheresse à cause de cette précocité et de ces séquences qui sont annoncées à la fois au début de la saison et à la fin de la saison. On a quand même annoncé que les cumuls pluviométriques seront un peu au-dessus de la moyenne. Ça voudra dire qu'on peut avoir des jours consécutifs où on aura une énorme quantité de pluie. Donc cela voudrait dire que des risques d'inondation ne sont pas exclus également pendant cette grande saison des pluies au sud du Bénin, malgré ces séquences sèches, malgré cette précocité qui est annoncée. Mais lorsque nous voulons faire des planifications sur des mois, comme par exemple planifier la saison agricole ou encore planifier la quantité d'eau dont on a besoin pour, par exemple, alimenter les barrages ou pour faire des grands chantiers, là, nous avons besoin de ces prévisions saisonnières-là qui nous aident en fait à voir un peu plus loin que aujourd'hui, demain ou après-demain. Et l'Institut national de la femme, INF, poursuit sa campagne de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nouvelle cible, sensibiliser les femmes apprenties et artisanes du zoo. Vous allez le voir, la loi spéciale portant répression des infractions commises à raison du genre n'a plus de secret pour elle. Pierrette Adin aussi a suppris la séance de sensibilisation pour nous. Sur 10 femmes âgées de 15 ans, au moins 6 sont victimes de violences basées sur le genre au Bénin. Ce sont des statistiques de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant publiées en 2022. Pour inverser la tendance, l'INF travaille à un changement de comportement en disséminant la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Pour ce qui est des jeunes filles artisanes, elles ne sont pas forcément très instruites, elles ne sont pas du tout informées de ce que disent les lois, de leurs droits. Donc, il était temps pour nous vraiment, pour l'Institut national de la femme, d'aller vers les ouvrières pour les informer sur leurs droits et partager avec elles en réalité ce que disent les lois et les différentes voies de recours qu'elles ont parce que très souvent, elles sont victimes de violences, elles ont peur, elles ont honte, elles ne savent même pas à qui en parler. On dit on finit de grandir. Mais on ne finit jamais d'apprendre. Quel est le comportement que le patron doit avoir avec l'apprenti? Quel est le comportement où l'apprenti doit avoir avec le patron? C'est-à-dire la relation sexuelle. Cette relation ne doit jamais exister entre le patron et l'apprenante. En ciblant les apprentis et ouvrières, l'Institut national de la femme entend corriger à leur niveau le déficit d'information sur la santé sexuelle et reproductive. Désormais, je sais que je dois bien me comporter en tant que femme pour ne pas gâcher mon avenir. Et déjà, si je subis des violences, que ça soit psychologique ou physique, je sais désormais comment procéder. L'INF est venu vers nous
pour nous faire comprendre l'autonomisation de la femme et le droit sans les violences. La femme a des droits. Grâce à sa campagne de sensibilisation, l'INF voudrait à terme susciter l'engagement des apprentis et artisanes dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à leur égard. Et on le sait tous, le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quelles que soient leurs conditions. C'est d'ailleurs l'une des mentions du Code de déontologie de l'Ordre national des médecins. Mais mieux, et si aujourd'hui le malade ou la personne hospitalisée avait aussi son règlement? Eh bien, l'autorité de régulation de la santé œuvre pour l'élaboration de la charte des droits et devoirs des patients. Nouvel acte, un atelier pour proposer la réglementation assortie d'un plan national de vulgarisation. C'était en présence de Évariste Zoumaron et Samirat Tchabimane. L'autorité de régulation du secteur de la santé ARS dans sa mission de veille sur le droit à la santé à travers l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins ambitionne doter les formations sanitaires d'un outil pour la sécurité des patients, la charte des droits et devoirs des patients. Un dispositif financé par Amnesty International Bénin. Cette charte donc devra répondre à la nécessité de renforcer la sécurité des patients au sein des établissements de santé au Bénin et jouer un rôle crucial en tant que document en offrant un cadre structuré et des lignes directrices claires pour les professionnels de santé et les patients. Toutes les actions, en effet, visent l'offre de soins de qualité par les professionnels de santé aguerris, mieux formés, pour offrir ces soins-là pour les patients et avec les patients. Les utilisateurs des services de santé, les professionnels de santé, les juristes et même des professionnels des médias ont 4 jours durant mené des réflexions et discussions en vue de l'élaboration de ce document qui sera une référence pour l'exercice des droits et devoirs des patients au Bénin. L'un des domaines de ce dispositif, notamment le domaine B, prévoit l'implication des patients et de la communauté. Cette exigence est appréhendée par les acteurs des établissements de santé comme un exercice très complexe, dont l'exécution requiert une expertise particulière. Je reste enfin convaincu que ces différents documents nous permettront d'extirper les mauvaises pratiques dont les résidents, les citoyens se plaignent. Il sera également question de penser le plan national de vulgarisation du document final pour la pleine réalisation du droit à la santé pour tous au Bénin. On parle politique à présent avec le porte-parole du gouvernement qui poursuit sa tournée de réduction de compte du PAG 2021-2026 dénommé Samedi du PAG. Accompagné d'une délégation ministérielle, Wilfried Léandre Humbedji était ce samedi dans le département des Collines pour cet exercice. Le périple a débuté par la commune de Ouessé où des moments d'échanges conviviaux ont enrichi la rencontre qui s'est tenue à la Maison des Jeunes en présence de Pierrette Adam aussi. À un moment donné, on n'arrive pas à expliquer à nos populations ce qui se passe véritablement. Fort heureusement, cette tournée d'explication aide à apaiser cette inquiétude et dissipe les zones d'ombre autour des actions du gouvernement. Occasion pour les populations de soulever diverses préoccupations liées au développement de leur localité. Sur les 77 communes, Ouessé fait partie des 8 qui n'avaient véritablement pas accès à l'eau potable. Mais depuis 2022, le gouvernement de son excellence Patrice Talon a compris et a inscrit au titre donc de cette commune-là un programme qui va pouvoir donner de l'eau potable à toute la commune. Il y a des arrondissements qui ne sont pas électrifiés jusqu'à l'heure où nous parlons. La doléance la plus importante, c'est le bitumage de notre voie de Kilbo, Ouessé et de Anseke, Ouessé. Sur ce dernier volet, Wilfried Léandre Humbedji apporte des clarifications. Le bitumage, n'est-ce pas? Vous avez peur qu'on ne fasse pas ça? Vous avez peur? Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Moi, je viens vous rassurer de la part du président de la République que cette route, elle va être effectivement bitumée comme on l'a annoncé. Les collines aujourd'hui, en général,
et OSR en particulier, bénéficient d'une attention particulière du gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Retenez simplement que l'ensemble du gouvernement du président Patrice Talon, sous sa vision, sous son leadership éclairé, est engagé à améliorer de façon continue et perpétuelle le niveau de vie de nos populations. Et même la semaine prochaine, si tout va bien, on va annoncer la poursuite d'un travail qui a commencé avec le barrage de l'IFO qui impacte toutes les communes, y compris OSR. Donc l'eau potable, il y en aura davantage pour tout le monde. Quand vous regardez au Bénin aujourd'hui, les routes qu'on fait, c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures entreprises. Parce qu'on veut que le travail soit bien fait et très bien fait. Donc ce n'est qu'une question de temps. L'assurance que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, le président de la République, le ministre Donato, qui est en charge des travaux publics et des transports, ils ont demandé à cette entreprise de presser un peu le pas pour que le chantier commence effectivement. Ce n'est qu'une question de temps. Le bitumage de la route Kilibo-Wessé, Onseke-Wessé sera fait. Le porte-parole du gouvernement l'a martelé, tout en rassurant les populations du démarrage imminent des travaux. Les échos à présent de la tournée du ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport. Jonas Ranton s'est rendu dans la Donga pour un contact avec la première autorité du département, les maires ainsi que les acteurs des classes sportives et culturelles. Jean-Claude James et Yves Agolokwasi. Pianistes, guitaristes, trompettistes et batteurs. Chacun joue à fond sa partition. Leurs prestations captent l'attention de la délégation ministérielle. Les surprises s'enchaînent avec un autre tableau sur un autre site. Les apprentis danseurs ajoutent aussi leur grain de sel. Bienvenue dans les classes culturelles de Popargo, Djougou et Basila. Les jeunes n'ont pas conscience souvent de la chance qu'on leur donne. Donc il faut leur parler, il faut les sensibiliser. Si c'est le sérieux au travail, je l'ai constaté déjà et je n'ai plus grand-chose à dire. Persévérance, abnégation. Et bon vent à vous, chers amis, chers apprenantes, apprenants. Merci beaucoup pour la belle musique et bonne musique que vous m'avez fait découvrir ici. Dans ces mêmes établissements, le ministre conseiller rencontre les apprenants des classes sportives, le deuxième volet de ce programme du gouvernement. Avant ses visites de terrain, Jonas Ranton était face au préfet de la Donga, aux élus communaux et directeurs départementaux. Il a entretenu les élus locaux sur l'intercommunalité et nous sommes très contents et nous lui avons promis et notre soutien, notre accompagnement, notre appui. Nous devons jouer. Ces élus ont saisi l'occasion pour présenter au ministre conseiller les difficultés de chaque commune de la Donga. Et une étape de plus d'achevée pour Mariam Djaouga dans la tournée de vulgarisation des actions du gouvernement. Après le département des collines, la ministre conseillère aux affaires sociales a marqué une escale dans le zoo. Le point avec Pierrette Adaossi et Kadnel Kakou. Le premier acte que pose la ministre conseillère aux Affaires sociales et au travail à Abomey, c'est la signature du livre de condoléances ouvert suite au décès de Feu Firomin Couton, précédemment préfet du Zou. Tout comme à Dassazoumé, le format et le contenu de la séance n'ont pas varié dans la cité de Webadiavi. La délégation s'est rendue à la mairie de la ville pour une séance avec le conseil communal avant de se diriger au lycée Oufond des jeunes filles d'Abomey pour une visite des locaux, soldée par une séance d'échange avec les apprenants avant de se rendre au centre de promotion sociale où un accueil chaleureux lui est réservé. Il y a des désinformations qui disent que le président Patrice Talon ne fait pas le social.
parce qu'il n'y a plus d'argent à distribuer. Le microcrédit n'est plus politisé. La cagnotte a été augmentée de 50 000, on est aujourd'hui à 100 000 francs. Et vous savez, bientôt, ça va augmenter. Je sais que vous avez l'information. Comme vous le savez, le président Patrice Talon, il ne parle pas beaucoup, il agit. Et je voudrais que vous soyez des ambassadrices de ces actions sociales qui vous ont impacté. Afin que ceux qui désinforment, ceux qui intoxiquent, que vous soyez là pour dire non. Que le président Talon est en train de nous faire abommer aux femmes qui sont à l'hôpital, qui veulent accoucher. Et on a dit qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a pas... Si tu es allé voir les gens de centre social, ils te suivent en même temps pour aider les femmes à accoucher facilement. Je veux dire un mot, juste un mot à notre président. Il y a beaucoup d'enfants chez nous, au Bénin ici, leurs pères sont vivants et les papas laissent. S'il peut nous accompagner un peu, ce sera plaisir pour nous. On a des enfants qui n'ont pas fréquenté et on veut sensibiliser notre village pour nous aider, c'est ça. La ministre conseillère, après congé des populations du Zou par la visite de deux cours royales d'Abomey dans la cité historique. Une première au palais de Tassirangbi, la reine-mère d'Agodié. Et la seconde au roi d'Abomey, Sa Majesté Dada Dewenode Béranzin. Va-t-on vers la fin de l'occupation anarchique des espaces publics dans le 4e arrondissement de Cotonou? Eh bien, mercredi dernier, le chef d'arrondissement, Saliou Adelabou Adedjouman, et son équipe ont sillonné plusieurs trottoirs et terre-pleins centraux depuis la Corniche jusqu'à Aboki-Kodji. Dans cette opération de salubrité, ils étaient en compagnie de nos reporters Wenceslas Amoimon et Jennifer Sativi. Opération de libération d'espaces publics et de salubrité, elle s'opère dans le 4e arrondissement de Cotonou. Les occupants anarchiques de certains trottoirs et terre-pleins centraux ont reçu une visite inopinée du chef de l'arrondissement et sa délégation venue pour remettre les pendules à l'heure. Premier site visité, Akpakpa Dodomé, de Saint-Charbel à l'ex-PLM Aledjo. Une inspection sur la corniche Est a également permis de constater l'état d'assainissement du périmètre. Regardez un peu là où nous sommes. Si on nous fait des joyaux comme ça, notre urbain ne peut qu'être la salubrité. Les trottoirs sont faits pour les piétons. Les piétons aussi ont le droit. Il ne faut pas que parce que vous voulez vendre quelque chose, vous êtes obligé de bloquer les trottoirs. Nous allons parcourir tous les 12 quartiers de l'arrondissement. Nous ne voulons voir aucune saleté autour de ces voies. Cap a été mis par la suite sur Sodiatime, Misessin, Dedokpo et Aboki-Kodji. Les agents de la direction des services techniques et du département des affaires domaniales présents ont également relevé d'autres types d'infractions pour lesquelles les mises en cause ont été aussitôt interpellées. La délégation a également marqué un arrêt au centre de roller de Sodiatime et au centre EYA pour une visite avant d'entamer une opération de salubrité aux alentours. Et j'ai demandé à mes unités, c'est-à-dire le commissariat du 4e arrondissement, de nous soutenir pour que nous fassions quelques actions, dégager les trottoirs, aller dans les boutiques. L'opération va se poursuivre dans les tout prochains jours afin d'assainir l'ensemble des 12 quartiers du 4e arrondissement de Cotonou. Ce sera tout pour ce bulletin de 7h. Eman Amegan. Merci beaucoup à vous, Ulaïs Balogun. On se retrouve tout à l'heure dans les couloirs de la rédaction. Absolument. Vous passez une excellente journée du lundi et très bonne semaine du travail. Merci, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, Ulaïs. 5 sur 7 matin. Allez, la suite, ce sera tout à l'heure avec un forum de discussion pour parler, évidemment, de ce nouveau cadre juridique qui encadre la chefferie traditionnelle dans notre pays. On sera avec les francs-parleurs du lundi pour décrypter l'entretien accordé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à nos confrères de Jeune Afrique. Mais tout de suite, on se rend au marché de Ganry avec Saint-Tiche Kinkon qui nous emmène à la découverte
d'un homme qui commercialise des fruits. Il nous dit tout sur son activité. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui au marché, nous sommes où? Nous sommes dans un stand de vente de fruits. Ici les étals regorgent de produits variés, de produits tropicaux variés, des ananas, des mangues, des pommes. Et moi je suis sûre, Edmond, que ce ne sont que ces quelques fruits que vous connaissez, mais bon, il y en a plusieurs d'autres et nous allons l'apprendre avec notre vendeur. Bonjour Thierry. Oui, bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, et vous-même? Je vais très bien aussi. Alors, vous êtes vendeur de fruits. Vous allez nous présenter votre étagère, tous les fruits qu'on a, vous allez nous les présenter. Ça vous va? Madame. Alors, comme fruits, et sur mon étalage, j'ai les fruits importés comme les fruits locaux. Comme fruits locaux, je peux commencer par les papayes solo. J'ai les mangues. Ici? C'est les papayes solo, j'ai les mangues pistolets. J'ai les mangues lomées et comme toujours fruits locaux, j'ai les bananes, oranges, ananas et les pastèques. J'ai également les cocos. Voilà, j'ai les corosols et avocats. Voilà les corosols. Chap-chap, c'est ça on appelle chap-chap, hein? Oui, c'est ça on appelle voilà. chap-chap. Corosol. Oui, corosol. Pourquoi ce nom, vous savez? Non, je ne sais pas. Les clients viennent, demandent du corosol. Donc, avec le temps, j'ai fait les recherches. J'ai compris que c'est ça qu'on appelle aussi corosol. Voilà. On a encore quoi avec? Maintenant, pour les fruits importés, j'ai les poires. Voilà les poires. Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai les pommes piches. J'ai les pommes vertes. Et également les pommes rouges. Et j'ai les citrons importés. Ceci, on ne dirait pas que c'est un citron hein, pour moi. Je crois. Ça ressemble à un autre fruit carrément. C'est citron importé. C'est très grand. Oui, c'est grand. Bon, c'est ça là qui est grand. Sinon, il y a d'autres qui sont moins grands. Oui, voilà, plus petits. Voilà. Et ça, c'est les oranges importées. Oranges importées? Oui. Et le petit qui est là-bas, c'est les clémentines. Oui, voilà les clémentines. Voilà. Et j'ai aussi les raisins. Voilà un peu ce que je vends comme fruits. Et quand vous venez au marché comme ça, vous en tant que vendeur de fruits, à quelle heure vous venez au marché et quand est-ce que vous rentrez au marché? Déjà à 8h, le marché est ouvert. Mais nous, avant de venir, il faut qu'on aille faire les approvisionnements. Donc, autour de 10h, je suis au marché. Parlons d'approvisionnement. Vous allez vous approvisionner? Nous nous approvisionnons au marché Tokpa. Il y a d'autres qui vont vers d'autres marchés à Glo, à Ouedo. Bon, je maîtrise après Calavi, voilà. Donc, d'autres vont là-bas. Mais moi, je vais à Tokpa pour m'approvisionner. Parlons des prix de ces produits-là. Est-ce que les produits sont chers chez vous ou moins chers? Si on va parler par exemple du citron importé, c'est à combien l'unité? Bon, le citron importé, surtout les fruits importés, on les vend au kilo. Le citron importé maintenant, c'est à 2000 francs le kilo. Vous voyez, donc si quelqu'un veut prendre ça en grande quantité, je peux lui faire un prix. Vous voyez, on peut réduire un peu pour faciliter parce que c'est en grande quantité, la personne veut prendre. C'est un peu ça. Et si je prends la grande pastèque qui est en haut là, par exemple, c'est à combien aussi? Parce que c'est au kilo, ça dépasse déjà le kilo. L'unité, c'est à combien? C'est l'unité, la grande pastèque, on peut vous faire ça à 1700. Parce qu'il faut voir, si je fais ça à 1700, c'est genre pour gagner juste un petit prix là-dessus. Ah, oui, un peu d'argent. Oui. Quelque chose que tu paies à 1500, tu vends à 1700, c'est déjà bon. Mais il arrive des fois, on augmente un peu pour pouvoir faire un bon chiffre. Alors, monsieur Thierry, en tant que vendeur de fruits, les fruits sont des produits où quand on ne les consomme pas vite, ça se gâte. Quels sont les problèmes, les véritables problèmes auxquels vous êtes confrontés en tant que vendeur? Oui. Si les fruits, on ne les vend pas, ça se gâte. Les fruits, souvent, c'est un truc qui dure 3 jours.
C'est pourquoi moi, je ne m'approvisionne pas en quantité. J'essaie de voir la marge dans laquelle mes produits s'écoulent pour faire mes approvisionnements. Donc je vends et je paie les fruits non mûrs. Les fruits non mûrs que je garde. Ça peut faire jusqu'à une semaine pour que je n'ai pas beaucoup de pertes. C'est ce que je fais. C'est ma façon. D'accord, merci à vous et nous vous souhaitons du courage. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs? Je demande Un homme vendeur de fruits. Au fait, c'est arrivé comme ça. Sinon, après les études, il n'y a pas quelque chose. Moi, ma maman est dedans. Donc moi, je suis lancé dedans. Et puis, c'est pas mal. J'arrive à m'en sortir. On a dit au revoir, alors. Oui, au revoir à tout le monde. Merci et soyez câblés. D'accord, voilà, soyez câblés, Armand. Ça sera tout pour au marché d'aujourd'hui. Nous avons vu quelques fruits et je vous promets prochainement, on va vers les légumes. Il y en a tellement qu'on va les découvrir et certainement aussi d'autres fruits. Rendez-vous prochainement dans un autre numéro de votre rubrique au marché. Bye bye. Au revoir. Merci donc à Saint-Tiche Quimpoin et à toute son équipe pour cette immersion au marché de Ganri, marché donc surtout sur le stand de vente de fruits. 5 sur 7 matin, comme je vous l'annonçais, nous allons parler tout à l'heure du cadre juridique qui encadre aujourd'hui la chefferie traditionnelle dans notre pays. Nous serons avec l'honorable Casimir Sossou, mais également avec le docteur Sylvestre Edjekpoto. On va plus tard faire le forum de discussion, le débat matinal. On va décrypter, décortiquer cet entretien accordé par le chef de l'État Patrice Talon à nos confrères de Jeune Afrique. Et vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à ce forum de discussion en répondant à la question du jour. Comprenez-vous le choix de Patrice Talon de révéler son dauphin le plus tard possible? Voilà la question que nous vous avons adressée. Évidemment, le plus tard possible, ce sont les mots utilisés par le chef de l'État lui-même parce que, dit-il, il veut intéresser tout le monde à l'action gouvernementale. Il ne veut pas que son équipe s'éparpille. 5 sur 7 matin. La suite, c'est dans quelques petites minutes. On va retrouver mes invités. Mais avant, on marque une pause. 5 sur 7 matin, bienvenue dans Instant Politique. On l'attendait depuis quelques mois, elle est enfin actée avec à la clé les premières récriminations. La loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle est votée au Parlement, désormais au Bénin. On reconnaît 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Comment le travail a été fait? Quelle est sa réception dans les sociétés traditionnelles qui, pendant longtemps, ont façonné notre vivre ensemble? Évidemment, vous allez suivre les explications de mes invités. En plateau, ici, avec moi, docteur Sylvestre Edjekpoto. Il est, bien sûr, historien et urbaniste du patrimoine. Il est également spécialiste des pratiques, j'allais dire, patrimoniales et touristiques autour des mémoires de la traite négrière, des cultures vaudou et des architectures en Afrique. C'est complet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Maman. Comment allez-vous? Je vais très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Et nous serons rejoints tout à l'heure par l'honorable Casimir Sossou, député du Bloc républicain, vice-président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme, qui pour le moment n'est pas encore avec nous. Mais en attendant, on va démarrer avec le docteur Edjekpoto. Dites-nous déjà en quoi est-ce important pour le Bénin de disposer d'un cadre juridique qui encadre la chefferie traditionnelle dans notre pays. Merci Eman. Il faut rappeler qu'on était dans un petit désordre, si je peux me le permettre, où des rois s'improvisaient de partout. Il était important pour mon analyse de la situation de mettre un peu d'ordre dedans, de cadrer tout ça comme vous l'avez dit. C'est l'occasion donc de remercier cette initiative. Il faut dire que c'est une très 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 belle initiative qui vient à point nommé dans un contexte où il y a de grands chantiers sur le patrimoine, sur le tourisme, sur la mémoire, etc. Il était important donc de remettre un peu d'ordre dans ce secteur-là. Et donc c'est à bras ouverts que donc les spécialistes du patrimoine comme moi, des historiens urbanistes accueillent l'initiative d'une telle loi. C'était important. Est-ce que ce n'était pas aussi un risque quand on sait que les questions de chefferie traditionnelle
ce sont généralement des questions sensibles. Si, c'est un risque, mais est-ce qu'il faut craindre le risque pour rester dans l'inertie, pour rester dans l'inaction? Je pense que non. Une décision courageuse était attendue, était importante pour mettre un peu le pied dans la fourmilière et remettre les choses à l'endroit. Je pense que c'était important. Ouais. Alors, pendant longtemps, vous l'avez rappelé, les chefferies traditionnelles s'improvisaient de partout. On avait des rois, des rois dans presque chaque village, alors que les royaumes traditionnels du Bénin étaient connus. À quel moment on a commencé par, on va dire, créer des royautés à volo? Alors, il faudrait rappeler qu'il y a... Alors, je suis historien, je suis urbaniste. En histoire, il y a des spécialités, il y a des périodes d'études. Et donc, je voudrais tout humblement, très humblement reconnaître que je ne suis pas spécialiste de la question, mais ma discipline de spécialité croise cette question sur les questions des mémoires et des patrimoines. Parce que tous ces royaumes, toutes ces entités politiques ont façonné les territoires et les communautés dont nous héritons aujourd'hui. Et donc, cet héritage constitue le patrimoine et la mémoire aujourd'hui, et c'est ma spécialité. Et donc, ça fait le lien entre ces deux domaines-là. Il faudrait saluer quand même d'illustres historiens béninois qui ont travaillé sur ces questions-là. Il faut saluer le professeur de vénérable mémoire, le professeur Hiroko. Il faut saluer le professeur Ntia, le professeur Tiando. Il faut saluer Belame Kodo. Il faut saluer les professeurs Aladaye, les autres j'en oublie, le professeur Stoutinjo, etc. Les dernières générations, donc le professeur Dr Vido, Atur, etc., qui ont travaillé sur cette question-là, qui sont intéressés par ces choses-là et qui ont travaillé longuement, ont donné vraiment du temps et de l'énergie à ce travail qui concerne l'espace béninois précolonial. Voilà. Alors il faut rappeler qu'au départ, les historiens catégorisent trois types d'instances de pouvoir, trois types d'organisations sociales. Donc on aura donc les sociétés à structure non centralisée, surtout dans l'Atakora, de la partie est, la partie ouest, et donc ça va être des structures qui auront une organisation qui reflète une hiérarchisation horizontale. Ils n'avaient pas un pouvoir centralisé. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient anarchiques, dans le sens du désordre, non. C'était l'expression la plus vivante même de la démocratie, dans ce cas-là. Alors, le deuxième niveau d'organisation sociale, on avait des chefferies. Les chefferies dont le pouvoir était un peu lié à un certain nombre de liages, qui donnaient, qui sacrifiaient une partie de leur pouvoir au profit d'un chef qui dirigeait l'ensemble. On avait donc un début de centralisation, et puis après on aura les royaumes. Les royaumes qui vont se matérialiser par un territoire, avec des frontières plus ou moins concrètes, mais qui vont bouger en fonction des conquêtes et des guerres, etc. On aura une armée qui va défendre le territoire, et on aura donc à la tête de tout ça un monarque, à la tête d'une administration qui va penser la sécurité, qui va penser donc l'alimentation, qui va penser la territorialisation, la spatialisation, etc. Voilà les trois éléments qu'on aura jusqu'à la veille de la conquête impérialiste française. Alors, donc, la France s'installe, la colonisation s'installe, il fallait revoir toute cette organisation au profit donc, de la métropole conquérante. Et donc, on va faire en sorte que les anciens rois où les familles régnantes anciennes vont devenir donc ce qu'on appelait des chefs supérieurs. Donc on va créer des chefferies supérieures. Et en dessous de cela, pour casser un peu le lien direct entre les anciens rois, entre les anciennes familles régnantes et la population et les sujets, on va créer les cantons. Donc la combinaison va créer les cantons. À la tête des cantons, on va mettre des chefs. Et puis en dessous, on va créer des quartiers, avec des chefs de quartier. Alors toute cette organisation dite de l'indigénat va avoir à sa tête donc des commandants de siècle. Donc on aura des siècles et des commandants de siècle. Voilà ce qu'on va hériter donc de la colonisation. Et donc on en est aujourd'hui à la troisième phase où le Bénin a pensé utile de réorganiser tout ça. Et donc il faudrait voir ce que nous avions avant la colonisation, ce que la colonisation nous a légué, et ce vers quoi nous tendons aujourd'hui. C'est là la question. Absolument. Alors, et lorsqu'on suit le cours de l'histoire, est-ce que les chiffres qu'on avance aujourd'hui, 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières, est-ce que ça répond à la répartition, on va dire, historique de la question, de la réalité? Alors, il faut rappeler que des historiens, près de 14 historiens des
plus futés du Bénin ont travaillé sur commande du ministre en charge de la Culture depuis 2014 jusqu'à 2020 sur la proposition d'un document qui fasse la synthèse de tous ces éléments-là. Donc il y a un document provisoire qui est en cours. On ne va pas dire que ce document est une parole d'évangile, non. Elle mérite d'être approfondie, de continuer, etc. Mais ça reste quand même une base du travail sur laquelle on devrait avancer, sur laquelle on devrait poser donc, les éléments de réflexion de départ pour avancer. Et donc dans ce document, donc, quand vous parcourez le document, on fait référence donc à 19 royaumes, des chefferies, etc., et des structures, des sociétés à structure non centralisée, comme je l'ai rappelé. Donc il y a un petit travail qui a été fait avant la publication de cette loi-là. Donc il faudrait penser à cela. Voilà, je m'en arrête là pour D'accord, très bien. On va en savoir un peu plus pour voir comment on en est arrivé à ces 16 royaumes. Et on a le plaisir de recevoir donc sur le plateau de 5 sur 7 matin, je l'avais annoncé, l'honorable Casimir Sossou, député du groupe parlementaire Bloc républicain, vice-président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour, M. William. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Alors, dites-nous, on va entrer de plein pied dans le débat, dans la réflexion, j'allais dire, puisqu'on l'a commencé avant vous avec le docteur Sylvestre Edjepoto. Comment on en est arrivé à ce chiffre de 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières? Comment le travail a été fait? Est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthodologie? Bien sûr. Il faut avouer que la démarche a été totalement scientifique. D'accord. Scientifique, c'est, je dirais, depuis que je suis au Parlement, c'est la toute première loi qui a été débarrassée de toute considération politique, où à chaque réflexion, à chaque prétention des populations, des régions, on se réfère au comité chefferie traditionnelle qui est composé que d'experts, experts pluridisciplinaires, c'est-à-dire les historiens, les sociologues, les juristes, qui ont travaillé et à chaque fois, à chaque prétention, on renvoyait chaque fois ces besoins, ces documents, ces réclamations des populations à ce comité-là qui étudie sur la base des documents, sur la base de l'histoire pour donner la recommandation. Donc c'est totalement scientifique, c'est ce qui a été fait. Sinon, je dirais les députés n'ont pas eu à exprimer une envie de donner tel ou tel royaume ou telle chefferie traditionnelle ou telle chefferie coutumière. Donc la démarche a été totalement scientifique. Et ça a été conduit par qui ces travaux? Il faut dire qu'une commission technique composée d'experts pluridisciplinaires, comme je le disais tantôt, a été mise sur pied, a travaillé sur la base et des documents de l'historicité du Bénin. Ensuite, des enquêtes du terrain ont été effectuées, ils sont descendus sur tout l'ensemble du territoire. Il y a eu, je pense, 7 équipes qui ont sillonné nos localités, les royaumes, les palais, tout ce qui existe pour faire l'état des lieux. Et après, il a été validé ces documents-là à partir des ateliers au sein de la commission et le type d'organisation qu'il faut mettre dans cette loi-là a été proposé. Il faut dire qu'à l'étude en commission comme en plénière, les gens ont fait des comparaisons par rapport à ce qui s'est fait au Nigeria, par rapport à ce qui s'est fait au Cameroun, pour dire par exemple de classifier les royaumes ou les rois par niveau. Mais le Bénin n'a pas fait cette option
de classifier, parce qu'ailleurs on dit roi niveau 1, et roi niveau 2, etc. Le Bénin a fait l'option d'avoir des rois, de reconnaître des rois, je veux dire, et de classer chef supérieur et puis chef coutumier. Justement, quels sont les critères qui plaident en faveur de chefferie supérieure et de chefferie coutumière? Quelles sont les spécificités de chacune de ces cases? Il faut dire que la période de référence de tout ce qui a été validé a été la situation telle qu'elle existait à la pénétration coloniale. C'est-à-dire 1894 pour la région méridionale et 1897 pour la région septentrionale. Donc, selon qu'on déplace le curseur, le nombre de royaumes ou de chefferies pouvait varier. Mais les documents, les techniciens qui ont travaillé ont retenu la période de 1894. Et donc, quand vous arrêtez le curseur à 1894, vous avez un certain nombre de royaumes. Et donc, il y a des royaumes qui existaient avant la pénétration coloniale, mais qui, avant l'arrivée du colon, ont été conquis par d'autres royaumes. Et ça, les gens n'ont pas encore compris que cette conquête, c'est-à-dire, tu existais par exemple en 1700, mais avant l'arrivée du colon en 1894, le royaume de Dahomey est passé par là, et donc vous êtes rentré sous Dahomey. Et à l'arrivée du colon, on ne peut plus vous reconnaître comme royaume de 1700. Bien sûr, on va vous permettre tout à l'heure, docteur Edjepoto. Alors, si on comprend bien, honorable Soussou, on sait que il y a eu des guerres d'expansion dans l'ancien royaume donc, du Dahomey. On sait par exemple qu'à sa prise de fonction, le roi Agadia a conquis Savi, Alada. Pour autant, ces royaumes-là n'ont pas disparu. Oui, vous faites bien de citer le cas Alada. Il faut dire, effectivement, le royaume d'Alada a été conquis, mais selon ce que les historiens nous ont expliqué, il y a deux royaumes qui ont fait exception à cette règle-là, qui est que le royaume d'Alada et le royaume de Ketu ont été restaurés par l'administration coloniale avant l'installation proprement dite des colons. Ce qui n'a pas été le cas de Savi, par exemple. Savi n'a pas été restauré. Donc, Savi est resté comme un royaume conquis par Dahomey. Donc, c'est la restauration du colon avant son installation de Alada et de Ketu qui ont fait que Ketu et Alada figurent sur la liste des royaumes. D'accord. Docteur Edjepoto, vous voulez réagir sur un certain nombre de points? Oui, je remercie le député. Je constate que soit... alors, je voudrais partir sur l'exemple d'Alada et de Sarré, qui, à la veille donc, de la colonisation, n'était plus... En fait, avait été déjà conquis par le royaume du Dahomey. On se rend compte que sur la liste des royaumes retenus aujourd'hui, on retrouve, ça frappe pas l'œil, on retrouve Alada. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc des lois, je serai très prudent sur mes analyses parce que je n'ai pas lu la loi, parce que je la connais pas, mais des explications donc, que je viens d'entendre, Alada aurait été restauré par le colon. Donc est-ce qu'on part sur des bases de ce que la colonisation nous a légué, ou on part sur des bases de ce que nous étions avant la colonisation? Ça, c'est une question fondamentale. Parce qu'à gauche, on va criminaliser la colonisation. À droite, on va porter en triomphe des éléments hérités de la colonisation. Il faudrait être très très clair là-dessus. Ça, c'est mon premier élément. Le deuxième élément, il faudrait s'interroger, questionner la restauration d'Alada dont on parle. Alors, donc, la France qui fait la conquête du territoire, qui se rend compte qu'un peu plus au nord, il y a un royaume très puissant, qui risque de sortir de ses cendres, et pour casser cette continuité du pouvoir du Dahomey, va faire l'érection, va faire la promotion du royaume entre la côte
et Abomey et le Dahomey qui va être à Alada. Mais de quelle restauration parle-t-on? Est-ce que c'est une restauration qui reprend la chaîne de la transmission, de la dévolution du pouvoir du royaume Alada tel que cela se passait avant la conquête du Dahomey, ou c'est une organisation de type colonial qui répondait donc aux exigences colonialistes? Il faudrait interroger tout ça. Et deuxièmement, il y a des éléments de mémoire auxquels il faudrait faire attention également. Des éléments de mémoire. Et ça, c'est super intéressant. On est sur un territoire où il y a eu des royaumes, il y a eu des manifestations qui donnent un héritage mémorial assez important aux populations aujourd'hui. Et tous ces éléments sont charriés dans les comportements, dans les relations sociales que nous entretenons. Alors aujourd'hui, quand on sort le royaume Sahé, c'est un désordre incommensurablement important qu'on crée sur les questions de mémoire. Ça, il faudrait l'avoir à l'esprit. C'est très important de rappeler ça. Alors, donc on va retrouver une communauté, Kouéda, d'abord colonisée, conquise et colonisée par le Dahomey, qui en souffre. Alors, l'occasion est venue de régler ces questions, et puis on va enfoncer le clou pour dire non, écoutez, en plus de cela, on part de la colonisation pour... Alors, on est là, pour ma part, dans une colonisation mémorielle contemporaine. Alors, ce sont vos collègues, docteur Edjekpoto, qui ont travaillé. Je voudrais, si vous me permettez, avoir, si le député peut nous permettre d'avoir de façon nominale le contenu du comité, surtout des historiens qui ont travaillé là-dessus, et l'implication du département d'histoire. Parce qu'on n'a pas un département d'histoire pour le plaisir, c'est pas un voyage du chantier. Bien sûr. Alors, lorsque je peux répondre, effectivement, le royaume de Sahel a fait débat. J'ai dit, sur la base du document introduit, nous avons eu plus de 50 réclamations, 50 prétentions. Et toutes les prétentions ont été déférées devant la commission technique. Moi, je ne suis pas historien. Vous avez travaillé avec des historiens? Oui, nous sommes allés même comprendre leur démarche. Et chaque fois que vous évoquez un cas, c'est-à-dire vous donnez la prétention, il y a Sahé qui réclame être royaume, on lit la prétention. Et ils disent oui, Sahé a été royaume, mais a été conquis, comme le docteur le reconnaît, par Dahomey. Et le roi, c'est là, moi j'apprends par exemple que le roi de Sahé, après la conquête de Dahomey, s'est migré, allé créer Hweyogbe, qui veut dire la nouvelle maison. Bon, nous-mêmes, députés, on a beaucoup appris de notre histoire à travers l'étude de ce projet de loi sur la chefferie traditionnelle. Mais il se fait que Sahé n'a pas été restauré. C'est ça que je dis, n'a pas été restauré comme le docteur Alada et Ketou. Il n'y a que 2 royaumes dans le cas qu'on cite. Alors, le docteur Edjekpoto a pointé du doigt le fait qu'on se réfère, on va dire, à la restauration du colon, alors qu'on devrait partir sur des bases, on va dire, historiques. Oui, bien sûr que c'est historique parce que avant la colonisation. Non, avant la colonisation, Alada existait, mais a été conquis, comme Sahé. Mais il se fait que, avant que le colon ne s'installe, comme il l'a démontré, pour un peu diviser, pour régner, ils ont restauré Alada et Ketou pour diminuer le pouvoir de Dahomey. Ça, moi, je ne suis pas historien. Mais j'ai dit le curseur a été posé à 1894. Et la période de référence est très, très importante. Et le projet n'est pas venu corriger les injustices. Parce que j'ai compris du docteur qu'on devait corriger, par exemple, restaurer Sahé pour ce que cela a été dans l'histoire. L'option n'a pas été de restaurer. Je dis, selon qu'on a posé le curseur, si vous amenez ça par exemple en 2008, vous aurez plus de 300 royaumes au Bénin. Donc c'est une question de choix de période. Et moi, n'étant pas historien, on s'est tenu à ce que, parce que chaque fois qu'un cas arrive, on renvoie ça devant la commission technique qui examine et qui nous renvoie la conclusion, c'est-à-dire la conduite à tenir sur chacun des cas. Nous avons même eu des documents de royaumes qui ont eu même à signer de traités de protectorat avec le colon, mais qui, après étude, après le filtre des historiens, n'ont pas été
retenu comme tel, comme royaume, parce que l'étude historique a montré que on ne pouvait pas les considérer comme royaume. Il y a d'autres régions, par exemple, où c'est l'autorité religieuse du moment, en 1894, qui a signé le traité, par exemple, avec le colon. Et les historiens ont démontré que c'est l'autorité religieuse et il n'était pas un roi. Donc, moi, je ne suis pas historien, mais je dis, il n'y a pas eu, sur l'étude de cette loi-là, un seul endroit où c'est la politique qui a dit... Donc, en l'espèce, le travail des scientifiques, des historiens en l'occurrence, a fait foi. C'est ce que nous avons retenu comme méthode. Et si demain... Alors, on souhaiterait quand même avoir des noms sur les historiens qui ont travaillé. Je n'ai pas gardé la composition du comité en tête, mais je sais que la commission a été présidée par le professeur Bienvenu à Cora. Et j'ai vu... Pendant n'est pas historien. Non, j'en viens. Mais je dis que c'est une commission pluridisciplinaire. Oui. Et le professeur Kodobert Lamé, on ne peut pas me dire qu'il n'est pas historien. Par exemple, il est membre de la commission. Et moi, quand on étudiait, nous avons mis sur pied une sous-commission qui a rencontré ce comité, cette commission technique d'experts. C'est là que je découvre le professeur Kodobert Lamé qui a expliqué la méthodologie utilisée, les documents de base et tout ce qui est interprétation, les options faites. Et donc, nous, députés à l'Assemblée nationale, n'étant pas historiens, on s'est fié au travail des scientifiques. Alors demain, la loi, elle est évolutive. Ça, je pense qu'on doit s'entendre là-dessus. Ce qui est fait n'est pas parfait. C'est pas gravé dans le marbre. Non, ce n'est pas. Une loi est évolutive. Il peut avoir, si demain, le docteur ressort, par exemple, scientifiquement, des preuves qui prouvent que la loi doit évoluer sur un certain nombre de points. Il faut mieux sa requête. Non, le rapport, dès que les scientifiques valident que oui, on a découvert maintenant tel document qui renseigne sur tel autre royaume ou telle autre chefferie, le Parlement reste ouvert à faire des lois modificatives. Mais ce qu'on a reconnu là, ce n'est que le début, parce qu'il n'y avait rien du tout. Il faut reconnaître qu'il n'y avait rien du tout, ce n'était pas organisé. C'était du néant. Et c'est quand même le mérite au régime du président Paron de dire, et de Patrice Talon, de dire que conformément à la Constitution qui reconnaît les chefferies traditionnelles et notre serment, quand on est élu président de la République, on prête devant Dieu et devant les mânes de nos ancêtres. Mais ce pan de mânes des ancêtres n'a pas été traduit jusque-là par une loi. Et donc, c'est un début. Cela reste perfectible. Il y a plein de collègues députés qui auraient souhaité que, du point de vue de l'histoire, de leur région, de tout ça, que cela figure. Mais... Alors, justement, qu'advient-il de ces royaumes ou chefferies qui n'ont pas été recensées? Est-ce que ces royaumes-là sont dissous? Est-ce qu'ils sont dissous? Non, la loi a fixé les critères. Il y a royaume et catégorie royaume, il y en a 16. Il y a des chefferies supérieures, des chefferies traditionnelles. Il y a dans chefferies supérieures, vous avez certains qui s'appellent royaumes aujourd'hui ou qui sont rois aujourd'hui, mais que la loi a classé dans chefferie supérieure. Vous avez spécifiquement dans la région de l'Atakora Ouest une organisation totalement différente. Et c'est là on parle de chef coutumier, parce que l'Atakora Ouest, il n'y a pas eu de... C'est-à-dire que l'organisation centralisée n'a pas été au niveau de l'Atakora Ouest, donc c'est fait en chefferie coutumière. En dehors de ces trois catégories-là, vous avez ce que nous avons appelé des chefs communautaires. Donc ce que vous demandez là, si quelqu'un n'est pas roi, conformément à la loi, il n'est pas chef supérieur, il n'est pas chef coutumier non plus. C'est les trois catégories que la loi reconnaît. Il est chef communautaire. D'accord. Vous convenez avec moi que pendant longtemps, il s'est fait appeler roi et un matin, on lui dit qu'il est maintenant chef communautaire. Ça frappe quand même débat.
Oui, mais ça dit qu'il y a la loi reste la loi. La loi reste la loi et comme je l'ai dit, la loi est évolutive. D'accord. Docteur Idiapoto. Voilà, merci. On ne le dira jamais plus assez. C'est une initiative louable. On l'a dit. Personne ne peut reconnaître le contraire. Dit que prendre l'initiative de cette loi reste un élément de courage, un élément de bravoure assez important qu'il faudrait soulever. Donc moi, on remercie tout cela. Les questions que nous posons, les interrogations que nous menons sont d'ordre scientifique. Voilà. Il y a eu un document qui porte également, entre autres, la signature de Bellarmé Kodo, qui annonce 19 royaumes, dont celui de Sahel, l'un des plus anciens du Sud. Et première rencontrée, donc l'envahisseur colonial, etc., etc. Voilà. Et donc, qui reste complètement clair sur cette histoire-là. Et donc, de ce document-là, du dernier travail fait par les historiens, à la loi, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Alors, les curseurs, au fait, les critères annoncés par le député sont clairs, mais pour ma part, restent éloignés des préoccupations scientifiques. Et c'est en cela que je voudrais savoir, de toute façon, je suis peut-être le précurseur en la matière, il y en aura d'autres qui voudront bien intervenir par rapport à cela. Alors, quelle va être je ne suis pas le journaliste, mais il y a une question qui m'intéresse. Quelle va être la relation de cette loi avec l'enseignement que nous donnons en histoire, à l'université par exemple? Parce qu'on va enseigner à l'université le royaume Kweda, on va l'enseigner, le royaume Sahé, on va enseigner le royaume de Karimama. Je voudrais voir la réaction de l'honorable Arif Bako qui a travaillé sur Karimama comme royaume et qui était royaume dans le document précédent. Et donc, quelle va être la relation de la loi? Est-ce qu'il y a une réécriture de l'histoire? En réalité, les préoccupations posées par le docteur sont légitimes. Le professeur Arif Bako, c'est vrai, il est député, mais il est avant tout professeur et un sociologue émérite. Le débat a eu lieu. Le cas Karimama a été posé. Et comme je l'ai dit plus haut, ça a été renvoyé devant le comité et la commission technique. Et en conclusion, parce qu'ils ont fini de faire leur démonstration sur, je pense, l'air d'Indi. Sur l'air d'Indi. Et la conclusion a été que Karimama, je pense, c'est son chefferie supérieure. Alors, le problème que pose le docteur Idiapoto, est-ce que désormais cette loi-là va intégrer, on va tenir compte des aspects de cette loi pour donner des enseignements aux étudiants au département d'histoire? Bon, ça, je ne suis pas au Conseil national de l'éducation, je ne suis que député. Et je pense que le comité scientifique, il y a une commission, un conseil national de l'éducation qui travaille avec l'ensemble des ministères, des départements ministériels en charge de l'éducation, qui travailleront sur les curricula au niveau de nos écoles et universités. Mais ce que je sais, et que je répète, on n'a pas effacé les royaumes qui existait avant la colonisation. Ce n'est pas parce que la loi n'a pas cité un royaume qu'il n'aurait pas existé. Non, pas du tout ça. La loi vient dire, en face de ce que nous avons, voilà les critères, la loi a reconnu 16 royaumes et c'est eux qui seront traités comme tels par la République. N'oublions pas, nous sommes aujourd'hui en République et donc le royaume, du point de vue histoire, va continuer par exister, encore que si un autre royaume vous avait conquis dans le temps, vous n'existez plus. Vous êtes sous ce royaume-là. Ouais, comme Alada, bien sûr. Bon, donc, comme Alada, bien sûr. Moi, je ne veux pas réécrire l'histoire. Je m'en tiens aux travaux de députés. Et puis, le reste, que ce soit le système éducatif ou les historiens, ils vont continuer à faire leurs recherches, quitte à avoir de découvertes nouvelles pour permettre à nous, députés, ou ceux qui seront là en ce moment-là, de faire
la loi modificative pour peut-être ou complétive. Donc ce n'est pas figé, ce n'est pas statique. Cette dynamique. Alors sont reconnus donc désormais comme royaume en République du Bénin les chefferies traditionnelles suivantes: Alada, Basila, Boué, Danjomé, Dagbo, Abomé, Rogbonu, Igbo, Idacha ou Dassa, Itakete ou Sakete, Ketu, Kika, Kilir ou Djougou, Pané ou Kouandé, Niki, Sandiro, Savalou, Tchabé ou Savait. Voilà donc les 16 royaumes officiellement reconnus. Mais si on est obligé de mettre un terme à cet entretien. Apparemment, vous avez, là où vous avez dit Dangbola, je pense que c'est Dogbo Ahome. Dogbo Ahome, voilà, Dogbo Ahome. Désolé, Dogbo Ahome, c'est bien ça, Dogbo Ahome, Rogono, Ibo, Idacha, ou Dassa, Itakete, ou Sakete, Ketu, et plus tard, donc les autres qui sont sur la liste. Alors, docteur Ediekoto, si vous avez des suggestions à faire, donc, on va dire aux députés qui ont travaillé, au comité scientifique qui a travaillé sur cette question, ce serait quoi? Ouais, ce serait de renforcer les liens entre nos institutions de recherche et d'enseignement avec les structures qui légifèrent, premièrement. Deuxièmement, de tenir compte de la République en ses capacités, en ses devoirs régaliens d'éducation, de rédaction de curricula, d'avoir un regard holistique sur la législation, de savoir qu'une loi peut impacter énormément de choses, dont des questions éducatives, dont des questions de mémoire et de patrimoine aussi, dont des questions de relations sociales entre royaumes. Et donc dire que nous avons foi en l'évolution de cette loi-là pour aller plus en avant. Docteur Ediekoto, pardon, honorable Sossou, juste après ça, forcément, la vulgarisation du test. Oui, bien sûr, il y aura contrôle de conformité, et puis si c'est conforme, le président de la République promulgue. Donc après promulgation, selon ce qui est mis dans cette loi, il y a ce qu'on a appelé conseil de désignation, qui est un organe administratif qui va suivre désormais comment ça se passe dans chaque chefferie. C'est-à-dire, il a été démontré que la loi n'a pas tout réglé, parce que chaque royaume a son mode de dévolution de pouvoir, par exemple. Ce n'est pas écrit dans la loi. Il revient à ces royaumes-là de décrire aussi bien leur organisation que leur mode de dévolution du pouvoir, qui seront consacrés après dans les autres documents réglementaires, à savoir décrets et arrêtés. D'accord. Et donc, le fonctionnement des royaumes tel que cela existait va continuer, c'est propre à chaque royaume. Et quand on a étudié un peu comment ça se passe dans chaque royaume, vous constaterez que ce n'est pas la même chose. Il y a des royaumes qui sont où, pour être roi, par exemple, il faut être orphelin de père et de mère. Pour d'autres royaumes, il faut être seulement orphelin de mère. Il y a des critères spécifiques. Voilà, selon chaque royaume. Vous prenez un royaume où on dit il faut pas être jumeau soi-même d'abord pour être roi, et il faut pas avoir été père de jumeaux. Bon, donc de cette spécificité par royaume, il revient à chaque royaume de décrire son fonctionnement et le mode de dévolution de pouvoir pour lequel le ministère de la Culture et de l'Intérieur prendront acte à travers des arrêtés interministériels. Merci beaucoup Casimir Sosso, vous êtes député du groupe parlementaire Bloc Républicain, vice-président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin nous expliquer, on va dire, ce cadre juridique qui désormais détermine la chefferie traditionnelle dans notre pays. Ce ne sera pas le seul plateau que nous aurons fait sur le sujet. Il y en aura forcément d'autres pour essayer d'en savoir un peu plus. Merci également au docteur Sylvestre Ediekoto, historien et urbaniste du patrimoine culturel et du tourisme, spécialiste des pratiques patrimoniales et touristiques autour des mémoires de la traite négrière, des cultures vaudou et des architectures en Afrique. Merci également à vous d'être passé sur 5 sur 7 matin. Juste après vous, nous allons installer le débat matinal, le forum de discussion. On va s'intéresser à l'entretien accordé par le chef de l'État, Patrice Talon, à nos confrères de Jeune Afrique. À tout de suite.
5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Dans un entretien au long cours accordé à Jeune Afrique par le président de la République, il a abordé plusieurs sujets d'intérêt, sans phare ni fioriture et plus souvent même sans détour. Patrice Talon a abordé des questions, des préoccupations même, j'allais dire, liées à sa succession, la fameuse et tumultueuse affaire Bokor Omeki et la question du troisième mandat qui, il l'a dit lui-même, devient évidemment très agaçante. Nous allons nous pencher sur cette sortie médiatique pour le moins inattendue du président de la République. Nous allons revenir sur certains sujets clés sur lesquels il est jusque-là, ou il était jusque-là resté muet et dont on connaît aujourd'hui sa position. En plateau avec moi pour cet exercice, Gracien Makoko. Il est juriste, écrivain, auteur de l'ouvrage La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour Fidel, bien ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous, un autre juriste, Julio Tometti. Il est juriste, analyste politique. Bonjour et bienvenue Julio. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Et Stanislas Gbenouko Amoa, journaliste chroniqueur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Alors Stan, vous avez lu cet entretien accordé par le chef de l'État Patrice Talon à nos confrères de Jeune Afrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était tous surpris par cet article paru donc, dans les colonnes du magazine panafricain. On s'est demandé, voilà, à quel moment le chef de l'État a pu accorder cet entretien. Mais si on en croit François Soudan, auteur de l'article et par ailleurs directeur de publication du magazine, c'était courant février que cela s'est fait. Est-ce que vous étiez étonné par cette sortie médiatique du président de la République? Oui, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas quand même à avoir cet entretien-là de cette façon-là. Mais j'avoue qu'on a eu des précisions, vous l'avez rappelé, on a eu les précisions que cela avait été réalisé vers fin février. C'était quand même attendu, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait quand même l'avis ou les analyses du chef de l'État sur ce qu'il a bien pu se passer par rapport notamment à ce que tous les Béninois ont constaté courant mi-septembre 2024, si j'ai bonne mémoire, quand le Bénin s'est réveillé avec des rumeurs sur la toile, faisant état de ce que des proches du chef de l'État auraient été interpellés. Donc, cela avait été vraiment... c'est allé dans tous les sens. Les Béninois se sont posés 1001 questions. Des heures après, des jours après, on a eu des précisions sur certaines choses, des sorties médiatiques, des sorties des autorités à divers niveaux. On a eu plus de précisions sur ce qu'il était reproché aux différentes personnalités. Et donc, comme ce n'est pas des personnes, excusez-moi, comme vous et moi, voilà, Herman, et que c'est quand même des autorités à un certain niveau, il était quand même bien que le chef de l'État s'exprima sur le sujet. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que cela vient rassurer quelque peu sur les zones d'ombre qu'on pourrait avoir, parce que si vous avez longtemps fait chemin avec quelqu'un, et pas que dans la politique, ils se connaissent depuis des lustres, voilà, pas que dans la politique, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, et si un jour il en arrive des situations quand même assez difficiles qui séparent les deux personnalités, il était bon que celui qui a été au centre de tout ceci fasse une sortie, et c'est ce à quoi nous avons assisté. C'est vrai qu'on ira peut-être dans le fond, mais déjà pour la forme, je pense que oui, le chef de l'État, après tout, ne l'oublions pas, c'est un être humain, il avait besoin quand même de s'exprimer, il a choisi le moment pour le faire et nous l'avons constaté. Alors, est-ce que vous avez compris, Gracien Makoko, le choix du chef de l'État de se confier en priorité à la presse internationale? Est-ce un moyen d'envoyer un message? Bon, vous savez, le président Patrice Talon nous a habitués à une réalité. La réalité, c'est que c'est un monsieur qui sait souvent déjouer les pronostics. Donc, il a sa démarche, sa méthode qui est un peu particulière, ce qui, les Béninois, depuis un certain temps, on est habitué à cela. Donc, mais il avait l'habitude depuis un bon moment de se confier notamment à la presse internationale. Et il y a beaucoup de personnes qui lui font ce reproche, mais c'est quand même son choix. Il est libre de se confier à qui il veut. C'est vrai qu'il se confie aussi à la presse nationale. Tout à fait, il ne manque pas de le faire. Mais cette affaire, moi je vais dire à la suite
de mon cher ami que j'ai retrouvé, que je ne suis pas du tout surpris par cela. Je ne suis pas surpris parce que par l'intervention ou par le fait que le Bénin se soit réveillé ce mi-septembre par cette affaire rocambolesque. On va en arriver tout à l'heure au sujet abordé par le chef de l'État que nous avons pu décliner en trois petits sujets que nous allons aborder. Mais déjà, concentrons-nous sur, on va dire, la forme, sur l'initiative, le fait de parler, de donner la priorité à la presse, enfin de donner la primeur, pas la priorité, de donner la primeur à la presse internationale. Parce que ça fait depuis un moment que le public avait soif de l'avis, de la réaction du chef de l'État sur un certain nombre de sujets, notamment cette question liée à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui est constant est que le peuple, au thème de la Constitution, a droit à l'information. Que cette information lui soit parvenue depuis l'international ou de l'intérieur des frontières du pays, je pense que le débat n'est pas plus important que le fait que l'information soit servie. D'accord, très bien. Alors, Julio Tometti, si on se réfère à cet entretien de Patrice Talon à Jeune Afrique, il a clos un débat, définitivement, on peut le dire d'une façon ou d'une autre, par rapport à la question du troisième mandat qu'il a dit. C'est une question qui devient agaçante puisque, dit-il, Patrice Talon, bien sûr, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne sera pas candidat. Il n'a pas fait que le dire, il a fait matérialiser l'intention en acte, il l'a rappelé, surtout en le faisant inscrire dans la Constitution à l'occasion de la révision constitutionnelle. Et il avait besoin surtout en fait de revenir sur ça parce que ce que nous avons fait l'actualité ces dernières semaines, que vous vous souvenez devant la Cour constitutionnelle, il y a cette propension, ce débat-là qui est revenu de ce que le texte constitutionnel permettrait à Patrice Talon de pouvoir se représenter, nonobstant en fait cette inscription majeure dans la Constitution, parce que la question de nouvelle république a refait jour. La Cour constitutionnelle a été saisie aussi bien par ceux qui sont pour ou contre. Près d'une quinzaine de recours que la Cour constitutionnelle a dû vider en réexprimant que ceux qui en fait prétendent que le président pourrait se représenter, libre à eux parce que en fait cela participe de leur liberté d'expression. Et en revenant sur la question de nouvelle constitution ou pas, je pense qu'aujourd'hui la question a été définitivement réglée par la Cour constitutionnelle et Patrice Talon est venu le réaffirmer. Il a dit, c'est un peu, le mépris que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos institutions parce que sous d'autres cieux, la question ne se poserait pas. Mais la question pourrait se justifier en fait sur deux plans. Au plan international, en tenant compte de la sous-région, il y a ce que l'actualité nous a offert de constater. Le Bénin continue de faire exception avec quelques rares pays, quel que soit ce que nous disons. L'autre chose, c'est un peu, la dynamique de conduite de l'action publique. Les Béninois s'étonnent. Comment quelqu'un qui est à un an de la fin de son mandat, quand on voit en fait que la politique gouvernementale continue, les infrastructures continuent, les projets qu'on a en fait continuent, on se dit mais il ne peut pas être en train de faire tout ça et partir, comme si en fait lorsqu'on doit partir, tout devait s'arrêter. Et il a bien dit, en parlant par exemple de la désignation de son dauphin, qu'il l'annoncera tard parce que ça risquerait de désarticuler l'action gouvernementale lorsque en fait les annonces sont vite faites. Et donc Patrice Talon, sans doute, comme il a dit, annoncera très tard pour préserver en fait cette cohésion gouvernementale qui lui est chère parce que pour lui, au-delà de tout, les politiques publiques dans l'intérêt des populations doivent être en fait la grande préoccupation. Alors Stanislas Gbenoukou à moi, est-ce que désormais avec cette sortie du président de la République, on peut considérer que le jeu est clos? On peut fermer ce chapitre parce qu'il y a eu une recrudescence, un activisme prononcé des acteurs politiques autour de ce débat politico-juridique. On a vu des juristes sortir toutes les théories, déconstruites par d'autres juristes. Ça a vraiment nourri l'actualité ces dernières semaines. Désormais, on peut passer à autre chose. Oui, je pense déjà que certains étaient passés à autre chose. Sauf que vous savez, vous ne pouvez pas retrancher à certaines personnes l'idée d'avoir en tête ce qu'ils ont voulu, parce que Julio l'a rappelé tout à l'heure, il y a certaines personnalités, en tout cas, qui
se réclamant être soutien du chef de l'État ou de la mouvance présidentielle, veulent quand même toujours intenter des actions pour nous faire expliquer que bon voilà, il peut continuer. Donc que le chef de l'État soit agacé sur la question, moi je comprends, parce que personnellement il a fait tellement de déclarations sur le sujet. Il a mené, en tout cas il l'a dit et redit à foison au cours de plusieurs rencontres. Il l'a fait mettre dans la Constitution, alors même que l'Assemblée nationale était totalement acquise à sa cause. Ça, je pense que les détracteurs ou ceux qui pensent le contraire ne le disent pas souvent, mais quand l'Assemblée nationale était totalement acquise à sa cause, il a fait réviser la Constitution en y mettant justement que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats constitutionnels. Et donc le sujet devait être clos. C'est vrai que nos confrères de Jeune Afrique lui ont fait la question, parce qu'on sait que dans la sous-région, il y a des velléités de 3e, de 4e mandat, des gens qui se disent qu'ils vont partir, après ils reviennent sur leur décision. Donc peut-être que le contexte aussi a fait, mais personnellement le chef de l'État, je crois qu'il a clos le débat par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que tout à l'heure vous avez fait une question à mon ami de droite, à M. Makoko, je crois, sur le fait que le chef de l'État ait accordé cette interview à la presse internationale. Vous et moi, nous savons, Herman, que ce n'est pas une première et ce n'est pas que l'apanage du chef de l'État béninois. Plusieurs personnalités accordent des interviews. La dernière fois, on a vu l'ancien président Nicéphore Soglo accorder une interview à RFI. Donc voilà, je pense que ce n'est même pas un procès qu'on devrait faire au chef de l'État. On aurait souhaité, bien évidemment, en tant que média, en tant que journaliste béninois, que la presse nationale ait la primeur par rapport à certaines actualités, mais le chef de l'État a fait son choix. La preuve, on en parle aujourd'hui. D'accord. Alors, Gratien Makoko, autre sujet qui retient l'attention dans cet entretien du chef de l'État à Jeune Afrique, c'est bien sûr la question du Dauphinat. Qui sera le prochain dauphin, qui sera le dauphin de Patrice Talon en 2026? Il a dit qu'il va donner le nom le plus tard possible pour concerner les membres de son équipe à l'action gouvernementale. Autant dire que peut-être la personne se situe dans le cercle gouvernemental. Non, vous savez, si on essaie de lire entre les lignes. C'est que moi, cette déclaration me pose un grand problème. Un grand problème. Lequel? Parce que nous sommes dans une république et en tant que telle, en principe, le choix au regard des réformes qui ont été faites dans le cadre du système partisan, je ne m'attendais pas à ce que le président de la République ou le chef d'un parti politique puisse arriver à dire que le choix du successeur va être de son fait ou du fait d'une autre personne. C'est que moi, je m'attendais à ce que le président de la République renvoie simplement à ce magazine Jeune Afrique que le choix de son successeur va être le fait des partis politiques, comme le veut la loi. Donc c'est un peu comme si ça ne sera pas le choix des partis politiques. Non, c'est que tel que ça a été libellé. Alors, on sait tous que le dauphin de Patrice Talon, ou au moins celui qui sera adoubé par Patrice Talon, a de fortes chances de lui succéder. Non, mais ça veut dire que les réformes n'ont pas marché. Ah oui. Ça veut dire que les réformes n'ont pas marché. Parce qu'à l'intérieur des partis politiques, celui qui va venir après le président Patrice Talon, ce n'est pas une question qui revient au président de la République. Parce que ce n'est pas ce qu'il dit, le chef de l'État. Non, ce n'est pas ce qu'il dit, mais je voudrais quand même que... Il a fourni beaucoup d'efforts pour recadrer notre système politique, mais je voudrais qu'il y ait des symboles. Les symboles, c'est que... L'un de ces symboles, c'est que le président se dise, mais ce choix appartient aux partis politiques autant opportuns, les partis politiques, parce que l'image que cela reflète, c'est qu'en réalité... Le citoyen lambda se dira que, bon, finalement, les réformes sont passées par là, mais que malgré tout, c'est le chef de l'État qui continue par tisser les ficelles et qu'en réalité, les partis politiques, à la suite de ces nombreuses réformes courageuses, n'ont pas toujours l'autonomie pour faire la désignation des candidats. Donc, un premier élément sur cette question. Je voudrais me prononcer rapidement par rapport à la question de la limitation du mandat, le fait que le président a promis ne plus revenir. Moi, je vois qu'il y a un problème fondamental qui se pose. D'abord, je veux dire que c'est un problème de psychosociologie d'abord. Un problème de psychosociologie, ensuite un problème politique et enfin un problème d'ordre purement moral.
Le problème psychosociologique, c'est que le Béninois ou le Bénin est composé d'un peuple qui n'est pas lui-même respectueux des législations. Le peuple béninois ne respecte rien. Dans la circulation... Ce n'est pas assez sentencieux. Non, ce n'est pas assez sentencieux. C'est la vérité interdite, si vous le voulez. C'est une vérité interdite. Lorsque vous regardez un peu à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans la circulation ne veulent pas respecter le code de la circulation. Ceux qui sont soumis à des règles, comme on appelle foncières, ne veulent pas respecter ces règles. Il y a le citoyen. Et en réalité... toutes ces suspicions que le peuple est en train d'avoir, à savoir que le président risque de faire un 3e mandat, moi, j'estime au premier chef que c'est en réalité le fait que le peuple se renvoie à sa propre image. Parce que comme lui-même, il n'est pas habitué à être respectueux des tests dans les niveaux micro, même au niveau du sommet de l'État, il se dit que bon, c'est possible de ne pas respecter. Premier élément. Le deuxième élément, je dis qu'il y a un problème politique qui se pose. Parce qu'on l'a vu au temps du président Kérékou. Au moment où le président Kérékou finissait son 2e mandat sous le renouveau démocratique, on a vu les suspicions, les gens disaient qu'il va s'éterniser au pouvoir. Au temps du président Bouniaï, c'était pareil. Et aujourd'hui, au temps du président Patrice Talon, nous voyons que le même discours est revenu. Problème politique parce que c'est un discours rentable politiquement. Donc, lorsque les gens parlent du fait que le président veut s'éterniser au pouvoir, il veut rester en réalité, cela permet quand même de monétiser l'action politique. Cela permet quand même à une certaine opposition, notamment, il faut appeler les choses par leur nom, de pouvoir engager la foule parce que à l'intérieur, les gens savent que le peuple est attaché à ces questions. Mais n'est-ce pas là de la démagogie? Oui, mais vous savez, pour accéder au pouvoir politique sous nos cieux, c'est que on me dira que tous les moyens sont bons. Mais je voudrais quand même que nous puissions acter le fait que pour la plupart du temps, chaque fois qu'un président arrive à la fin de son 2e mandat, c'est toujours un discours parce que cela est rentable politiquement. D'accord. Alors, Julio Tometti, on en revient justement à la question du Dauphinat. Le mystère reste entier. Vous comprenez la démarche du chef de l'État? Je comprends la démarche. Le chef de l'État avait promis que le candidat ou bien son successeur, celui qui soit désigné par lui ou aura son notion, proviendra des partis politiques au regard du mécanisme mis en place par la réforme du système partisan. Il faut reconnaître en fait que le chef de l'État, bien que président de la République, demeure le chef de la majorité présidentielle. Et donc, il reste un acteur politique, premier acteur politique en fait de la mouvance. Et donc, de ce point de vue, il a forcément en fait son mot à dire. Le mécanisme que je pense plutôt qui aurait été peut-être, qui va peut-être corroborer en fait la réforme de ses partisans, que ce soit en fait un mécanisme qui part du bas et non du haut. C'est-à-dire que le chef de l'État en tant qu'arbitre en fait du jeu politique au sein de la mouvance a ses critères. Les partis politiques lui font des propositions et il sera amené à arbitrer en tant que chef de la majorité. Et non que Patrice Talon, en tant que chef de la majorité, pointe les doigts sur X ou Y comme candidat. Lorsque ça vient du bas, lorsque ça vient d'un mécanisme concerté entre les partis politiques et au sein des partis politiques, je pense que le chef de l'État ferait mieux en fait d'être un arbitre en fait de sa mouvance que d'être en fait le désignateur d'un potentiel. Alors nul ne sait, on va dire le mécanisme que va prendre la désignation du dauphin, si ce sera des primaires au sein des partis politiques ou au cours des primaires au cours desquels peut-être le chef de l'État, comme tout citoyen, comme tout membre des partis politiques, aura apporté son choix. Je suis d'accord avec vous dire, si la désignation du dauphin de Patrice Talon, notamment du candidat à la présidentielle issu de la mouvance, se fait et qu'on voit plus la main de Patrice Talon que des partis politiques, nous aurions échoué. La réforme du système partisan aurait en fait, de plomb dans l'aile d'une certaine façon. Parce que ce qui arrivera plus tard est plus difficile que ce que nous avons traversé. Ce que nous avons traversé, c'est quoi? C'est que Patrice Talon, qui a généré le réforme du système partisan, est encore là, comme gardien, arbitre. Mais demain, nous ne savons pas ce que ça va être. Donc, il faut travailler à renforcer les partis. Il faut travailler à rester dans la philosophie de la réforme des partisans qu'on nous a toujours vanté pour que, véritablement, comme lui-même l'a recommandé d'ailleurs, quand il parlait de son ami, peut-être qu'on en reviendra, que techniquement, il était impossible d'envisager une candidature en dehors des partis politiques. Et que c'est parce qu'on est bloqué là qu'on a dû penser au pays. Donc, moi, je pense au-delà de tout, il faut rester
zen sur la question de ce que les candidats au présidentiel, notamment de la mouvance présidentielle, les partis politiques doivent avoir la majeure partie de rôle à jouer. Justement. Alors, Stanislas Benoko, à moi, Patrice Talon n'a jamais dit que les partis politiques n'auront pas leur mot à dire, sauf qu'il dit que le candidat que lui va adouber, il va le dévoiler le plus tard possible. C'est exact. Il n'a jamais dit, en tout cas moi je n'ai pas lu dans l'interview que tout le monde a lu, qu'il outrepassera les partis politiques. Il ne l'a jamais dit. Moi, je pense plutôt qu'il va procéder par peut-être ce que Julio a dit, peut-être pas de la même façon que ce à quoi on peut penser, mais il s'est dit et il a réaffirmé qu'il est respectueux des mécanismes, surtout avec la réforme du système partisan. On sait que nul ne peut quand même être porté de façon solitaire s'il ne prend pas part les partis politiques. Et ne l'oublions pas, les partis politiques en leur sein, eux aussi, ne dorment pas. Forcément qu'il y aura des primaires ou forcément que certaines choses seront faites pour que justement le candidat ou le duo de candidats puisse, ne l'oublions pas, c'est vrai que on est tous focus sur celui qui sera président de la République, mais c'est un duo de candidats. Voilà, un au poste de président et un autre au poste de vice-président ou de vice-présidente. Donc, il y a ça qui sera désigné par les formations politiques. Maintenant, il y a que le chef de l'État, même s'il adoube un candidat, il y a une traversée entre le fait d'adouber un candidat et le fait qu'il soit porté par le peuple, parce que c'est deux choses différentes. Je convoque juste à notre souvenir 2016, l'ancien président Aboni Yahi avait désigner son dauphin qui n'a pas été forcément porté par les Béninois. Donc, c'est vrai, Patrice Talon, logiquement, en tant qu'être humain, en tant que président de la République, qui a fait toutes les actions nobles pour le Bénin, et ça, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut le reconnaître, cela saute aux yeux. Il peut adouber un candidat, mais est-ce que ce candidat sera le choix du peuple? Ça sera un autre débat. Très bien. Alors, comprenez-vous le choix de Patrice Talon de révéler son dauphin le plus tard possible? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes afin qu'ils puissent réagir dans le débat ce matin. Nadège Sonny, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Déjà que vous et moi, nous sommes assortis. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer les avis des internautes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien sûr, bonjour à vous chers téléspectateurs. La plupart des internautes comprennent bien la décision du chef de l'État de révéler son candidat au peuple le plus tard possible. Bokor Roland Caliste pense que le chef de l'État n'aurait pas encore trouvé quelqu'un de crédible pour faire le job. Cette décision peut être une stratégie pour maintenir l'unité au sein de ces partis jumeaux. Si tel est vraiment le cas, les prétendants vont fragiliser l'union autour de lui et il se retrouvera seul à la fin. Hugues Zanon estime que le président Patrice Talon est un homme intelligent qui sait tirer leçon des expériences passées. Un dauphin vite révélé est plus facile à abattre. Roméo Genelo Asogba partage cet avis. Je trouve cela très judicieux. Actuellement, tout le monde travaille bien et c'est déjà bien pour le changement du Bénin. Anas Coutinho approuve aussi cette décision. Il nous a laissé ce commentaire. Je pense que c'est une bonne idée dans le sens de surprendre, car dans le climat actuel, dévoiler son dauphin plus tôt serait une défaite déjà acquise. Parfait Akandé ne partage pas ce point de vue. Selon lui, le chef de l'État devrait annoncer son dauphin le plus tôt pour permettre au peuple béninois de se faire une idée sur sa personnalité. Pour Odette, votre Altesse, le président de la République maîtrise bien le pays et sait comment se tenir devant la population. Déjà qu'il y a assez de polémiques autour de son gouvernement, révéler son dauphin de sitôt ne ferait qu'augmenter les critiques. Aboubakari Gandeg estime que sur un champ de bataille, il ne faut jamais montrer sa stratégie avant le jour Y, car en politique au Bénin, il peut avoir des renversements de situation. Laurent Kokodoé, pour finir, nous a laissé ce commentaire: dauphin, sinon, dans l'histoire du Bénin, ça n'a jamais marché. Cependant, s'il ne pense pas encore dévoiler le nom, alors
comprenez juste qu'il ne veut pas mettre en danger les actions en cours, car celui ou celle que le chef de l'État présentera peut ne pas être apprécié par tous ses collaborateurs. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée de lundi. Bonne semaine de travail. Merci, pareil à vous, Emmanuel. Allez, les internautes ne sont pas allés dans un autre sens que vous sur ce plateau. Stanislas Benoukou, à moi, il y a risque, on va dire, d'abattre le dauphin s'il est dévoilé un peu plus tôt. Si, et puis bon, vous savez, le peuple béninois est assez particulier politiquement parlant, hein, donc, mais je pense que si le dauphin n'est pas dévoilé plus tôt, c'est que certainement il est déjà connu des Béninois. Ce n'est pas un oiseau rare qu'on ira chercher quelque part. Je peux me tromper encore, voilà, les faits nous le diront, mais si Patrice Talon ne l'a pas dévoilé jusque-là, c'est que certainement c'est un visage qui ne nous sera pas si étranger que ça. On attend le mois d'octobre pour savoir tout cela, parce que les candidatures seront déposées au mois d'octobre. Messieurs, oui. Cet homme avait fait 6 mois. 6 mois. Il avait dit ça fait un peu moins d'1 an. On lui a demandé quel est le délai approprié. Il a dit 6 mois avant. Donc, 6 mois avant les élections. Même dans l'entretien de Jeune Afrique, il a dit que c'est en cours. Et que ça sera dévoilé le plus tard possible. Donc, pour concerner tout le monde à l'action gouvernementale. Exact. Alors, messieurs, on en vient à présent, on va dire, au dernier sujet qu'on a retenu dans cet entretien accordé par Patrice Talon à Jeune Afrique, Gracien Makoko, où le chef de l'État est revenu sur la tumultueuse affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les mots utilisés à l'endroit de ce qu'on peut désormais appeler son ex-ami Olivier Bokor sont quand même assez parlants. Il a dit ceci, je cite: Olivier Bokor était un ami, était un frère, il est devenu un monstre. Les mots sont bien choisis. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, dans le savant et le politique, Max Weber nous enseignait déjà qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels et il n'y a pas d'ennemis éternels. Et lorsque les gens sont en face d'intérêts divergents, intérêts politiques bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Cette sortie du président de la République a apporté un peu de lumière sur cette affaire-là, parce qu'il a donné sa position, il a donné plus d'explications. Il y a des choses que l'opinion ne savait pas, par exemple la démarche à l'issue de laquelle lui-même il a été mis au courant de cette situation. Et cela porte à croire que les choses se sont réellement passées comme ça a été décrit par la justice, et que par voie de conséquence, la justice aurait fait un bon travail dans ce cadre. Ce que moi je peux dire par rapport à cette sortie du président de la République, c'est que le président de la République a annoncé quand même que c'est parce que M. Olivier Bokor notamment fait partie du noyau dur de la gouvernance politique sous le président Patrice Talon. Il lui a confié beaucoup de charges. Et une question peut émerger dans la tête du juriste pour dire, mais nous n'avons pas élu M. Olivier Bokor. Nous avons élu le président Patrice Talon. C'est à lui que le peuple va demander des comptes. Mais est-ce que cela voudra dire que celui à qui le peuple n'a pas accordé son suffrage, celui en qui le peuple n'a pas mis sa confiance, c'est que dans la réalité de la gouvernance politique, c'est parfois d'autres personnes, carrément des gens qu'on ne maîtrise pas, des gens qu'on ne connaît réellement pas, qui gouvernent réellement le pouvoir. De qui il veut, non, pour l'action gouvernementale. Oui, en fait, oui, mais il l'aurait fait officiellement. Rien n'empêchait le président Patrice Talon de prendre un décret pour nommer M. Olivier Bokor, comme on appelle, le chargé des relations politiques, etc. Bon, on choisirait la dénomination. Mais ce que je suis en train de dire simplement, c'est quoi? Le fait de lui avoir confié des charges, ce n'est pas condamnable, et je ne suis pas en train de le condamner. Mais ce que je veux faire notifier simplement, c'est que il y a une réalité du pouvoir. La gouvernance, c'est que nous sommes en train de dire, en théorie du droit constitutionnel, le pouvoir est confié à quelqu'un. Et le peuple a toujours pensé que c'est cette personne à qui le pouvoir a été confié qui l'exerce. Donc, avec cette gouvernance sous le président Patrice Talon, nous sommes en train d'entrevoir que ce que le professeur Salami a appelé le pouvoir informel en droit constitutionnel. C'est que ceux à qui les pouvoirs sont confiés de manière formelle, en réalité, ce n'est pas... Est-ce que ça n'existe pas dans tous les cercles de pouvoir? Julio Tometti, je me tourne vers vous pour évidemment évoquer cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Patrice Talon a exprimé toute sa profonde déception. Il a vécu pour vous comme une trahison?
C'est la deuxième fois que j'entends Patrice Talon s'exprimer ici. La première fois, c'était à la démission de l'ex-ministre candidat Zanaï, quand il disait sa démission m'a profondément attristé. Et Patrice Talon n'est pas du genre à, comment dire, s'émouvoir aussi facilement, à être aussi tout là. Et s'il a été, ça veut dire que dans sa chair, il a été touché. Il a été même quelquefois désavoué, parce que, comme le dit, beaucoup de personnes trouvaient, comment dire, cette relation-là pas tout à fait commode, parce qu'on dit, voilà, quelqu'un sans portefeuille, mais comme chef de l'État, c'est à lui qui sait à qui il confie, sauf qu'il aurait simplement eu un acte de matérialisation, ça aurait pu être genre formel, un chargé de mission à tout faire, mais aussi que ce n'était pas aussi évident, parce que, en fait, l'homme, comme il l'a dit, est autant dans ses affaires privées que dans la sphère du pouvoir. Et donc, c'est difficile pour Patrice Talon de consacrer, en fait, comment dire ça, relation formelle avec M. Olivier Bokor. Ce qui a retenu par rapport à cette affaire, ce que j'en retiens, c'est simplement parce qu'en fait, à un moment donné, il n'y a pas eu un langage de vérité entre les deux hommes. Les deux n'étaient pas au même diapason. Nous parlons de la réforme du sympathisant tout à l'heure. J'ai lu ça, en fait, dans la réaction de Patrice Talon. Pour lui, c'était comme tout le monde sauf Olivier Bokor. Tout le monde sauf Olivier Bokor parce qu'il se dit, comme il a dit, qu'il ne voudrait pas promouvoir quelqu'un de son clan ou de sa famille. Et il avait déjà dit, quand la question lui avait été posée une première fois, qu'il n'est pas du genre à faire la promotion de sa famille ou de ses amis. Et je pense, dans la tête des Béninois, quand nous parlons de la réforme du sympathisant, on aurait fait la réforme du sympathisant. On aurait fait tout ce qu'on a fait là, avec les péripéties. Et Patrice Talon finit par promouvoir Olivier Bokor, président de la République. On l'a dit, comme certaines personnes le disent, tout ça pour ça. Donc en vérité, tout ce qu'on nous aurait vanté comme réforme du sympathisant, c'était pour maintenir le pouvoir, parce que qui dit Patrice Talon dit Olivier Bokor. L'autre chose, je considère que Patrice Talon estime qu'en vérité, son ami n'avait pas un ristourne particulier à chercher après son mandat. C'est-à-dire quoi? C'est comme nous l'avons géré ensemble et nous partons ensemble. Je n'ai pas géré quelque chose pour que toi tu viennes gérer après. Nous l'avons géré ensemble. Et il dit, je lui ai tout confié jusqu'à ma sécurité personnelle. À partir de ce moment-là, je pense à un moment donné, entre les deux, il y a manqué, que ce soit Patrice Talon ou Olivier Bokor, il y a manqué une vraie relation de communication. À un moment donné, il y a une crise de confiance et les gens ne se disaient plus la vérité. C'est-à-dire, Patrice Talon avait ceux qui l'écoutent par rapport à cette suspicion et Olivier Bokor avait ceux qui l'entouraient, comme le disait le président dans cette interview-là, comment dire, des flatteurs qui lui font croire que tout était possible. Alors, Stanislas Gwenyouko, moi, cette situation nous renvoie une fois encore à la triste et fameuse réalité selon laquelle, en politique, les postures et les positions sont changeantes. Évidemment, c'est assez changeant et c'est quand même assez douloureux même d'évoquer cette question-là, parce que pour des personnes qui ont vécu ensemble la plupart du temps de leur existence, même on va le dire comme ça, en arriver là, c'est assez difficile. Et quand Patrice Talon, qui n'est pas d'habitude si émotif, en parle de cette façon, c'est assez douloureux. Moi, j'ai pu noter quand même que il a quelque part attendu ou espéré de la part de M. Bokor des remords, des regrets. Exactement, l'expression de regret, qu'il revienne quand même dire, en tout cas, ce qu'il a bien pu se passer, qu'il revienne présenter ses excuses, parce que je l'ai lu dans l'interview, il s'est attendu à ça, malheureusement, il ne l'a pas eu. Beaucoup de Béninois se posent la question de savoir, mais comment en est-on arrivé là, que des amis, des frères, voilà, parce qu'on a beau donner tous les pseudonymes à M. Bokor, voilà, donc voilà, le deuxième président bis, vice-président, tout ce qu'on a dit, en tout cas, il a eu plusieurs surnoms, donc comment des personnalités assez proches, passez-moi l'expression assez fusionnelle, mettez ça en guillemets, puissent en arriver là, c'est quand même assez difficile. Moi, je reste convaincu quand même que l'histoire des hommes et des humains dans les siècles du pouvoir n'a jamais été un long fleuve tranquille. J'espère juste que
dans un futur proche ou lointain que les choses vont s'apaiser. Mais en attendant, sur cette question-là, je pense quand même que quand on est un être humain et qu'on a eu des relations assez particulières avec quelqu'un, qu'on en arrive à ce niveau-là, c'est assez difficile de digérer. Patrice Talon est un homme fort au-delà de tout. Il est à l'exercice du pouvoir, il est en train de digérer ça, il doit faire face aux réalités quotidiennes. Ça n'est pas du tout facile. Imaginez comment j'ai des trahisons, même de petites trahisons. Non, et on ne va pas trahir le temps. Voilà. On ne va pas trahir le temps sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Stanislas Benoukoua. Merci également Gracier Makoko. Merci Julio Tometti d'être passé sur 5 sur 7 matin, décrypter cet entretien du chef de l'État, Patrice Talon, avec nous sur 5 sur 7 matin. Évidemment, on va s'en arrêter là pour le compte de ce numéro de ce lundi 17 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Émile Fouina. On retrouve toute l'équipe demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.